Tous les soirs, on rentre dans les coulisses du biz pour comprendre comment les décisions importantes sont prises avec nos communicants. Et avec nous ce soir, Frédéric Fougera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication de Foncia. Et Jean-Xavier Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller chez Tilder. Et on commence tout de suite, messieurs, par ce nouveau magasin Ikea qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Ça se passe à Paris, à la Madeleine, un emplacement qui tranche avec la tradition du groupe qui implante généralement ses magasins dans les zones périurbaines, vaste zone commerciale. L'inauguration aujourd'hui a eu lieu en grande pompe, notamment avec l'ambassadeur de Suède en France et le patron monde d'Ikea. On l'écoute. Nous avons toujours eu des clients qui voulaient aller chez Ikea mais qui n'avaient pas de moyens de transport ou même le temps de venir. Nous essayons donc d'atteindre ces personnes généralement modestes qui vivent dans un petit espace avec de grands rêves, de grands besoins et qui vivent en centre-ville. C'est un laboratoire. Dès l'ouverture, nous allons commencer à apprendre et allons probablement faire beaucoup d'améliorations, tester des choses. L'idée, c'est que le concept de la Madeleine aille à Milan, New York, Tokyo, si nous réussissons. Jean-Xavier Arnaud, ce magasin laboratoire, comme l'appelle le patron d'Ikea, est-ce que c'est une façon pour le groupe de se rapprocher de ses clients et d'en conquérir de nouveaux aujourd'hui ? Ikea, c'est une marque mythique avec une expérience client très forte et finalement mythique elle aussi, celle des grands centres en périphérie des villes, d'immenses hangars de plus de 20 000 mètres carrés dans lesquels on va en voiture récupérer ses meubles. Et finalement, pour faire face à un certain nombre de défis, Ikea a décidé de révolutionner cette expérience client, en tout cas de tester une révolution de cette expérience client à travers ce magasin en centre-ville. Les défis auxquels Ikea doit répondre aujourd'hui, c'est à la fois la digitalisation, puisqu'aujourd'hui l'univers concurrentiel du géant suédois a évolué avec l'arrivée des géants du e-commerce, mais aussi une évolution des attentes de ses clients. Aujourd'hui, ces clients, justement, sont des urbains qui parfois n'ont plus de voiture, qui parfois n'ont plus envie, justement, de se rendre en périphérie. Et donc, pour répondre à ça, Ikea, c'est vrai, a apporté une réponse qui n'est pas forcément que le tout digital auquel on aurait peut-être pu s'attendre, mais qui est également, finalement, d'aller vers quelque chose qui est presque du commerce de proximité. Alors, on va mettre des parenthèses, quand même, des guillemets à ce terme. On est sur un centre de 5000 mètres carrés à la Madeleine. Mais malgré tout, la volonté de se rapprocher de sa clientèle, d'une clientèle urbaine, il faut également noter ça, puisqu'on est vraiment sur une segmentation de la clientèle quasi exclusivement urbaine. Donc vraiment une volonté de révolutionner l'expérience client pour répondre à des défis qui sont importants, puisque je rappelle qu'IKEA a vécu des moments difficiles avec l'annonce à l'automne de plans sociaux, l'annonce de résultats en baisse. Donc aujourd'hui, et le retard dans le e-commerce, ils le reconnaissent eux-mêmes. Absolument. Frédéric Fougera, Ikea adapte son offre avec des produits qui collent aux habitudes des citadins. En mars 2018, il y a Monsieur Bricolage qui a ouvert à Orléans un magasin format City, proposant une offre de produits adaptés. Est-ce que tout ça, et il y a encore d'autres exemples, est-ce que tout ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces enseignes-là doivent se réinventer, doivent changer de modèle ? Alors, je suis pas certain qu'elles aient à changer de modèle. En revanche, elles ont une obligation d'évoluer. Et par exemple, Ikea a bien vu qu'il avait une poche de croissance supplémentaire possible en centre-ville, où les habitants ne se déplaçaient pas nécessairement en banlieue. Donc, dans ce sens-là, oui, ils ont à se réinventer. Mais c'est plutôt une évolution parce que c'est pas du tout une remise en cause du concept même du magasin. Mais c'est vraiment une évolution. Et puis le fait ça leur permet de se rapprocher d'une clientèle urbaine, comme on le disait, qui a de moins en moins de voitures, donc qui déjà en avait peu, mais qui en a de moins en moins, qui ne va pas se déplacer en banlieue ou en grande banlieue. Donc c'est une façon de se rapprocher du client et puis d'avoir une nouvelle source de revenus. Comment expliquer ce retard d'IKEA sur le digital ? Ça, c'est toujours la question qu'on pose à ceux qui ont du retard, en fait, et jamais à ceux qui ont de l'avance. Mais peut-être est-ce dû au fait qu'il n'y ait pas un concurrent direct de l'ameublement qui, à ce point, puisse lui faire de l'ombre. Et donc, peut-être n'ont-ils pas vu venir la concurrence. Et avant qu'elle n'arrive et qu'il ne soit trop tard, je pense que c'est plus que le bon moment pour eux de réagir. Ça fait un moment qu'on parle de ce magasin, en réalité. Ça fait très très longtemps qu'on l'annonce. Est-ce que c'est un problème d'emplacement ? Est-ce que c'est un problème de stratégie de finance ?
Et il ouvre aujourd'hui, mais ça fait déjà longtemps qu'il l'avait en ligne de mire. Autre sujet dans les coulisses du BIS, c'est le début du procès des ex-dirigeants de France Télécom. Aujourd'hui, il doit se tenir jusqu'à la mi-juillet. Et c'est la première fois qu'une entreprise du CAC 40 est jugée pour harcèlement moral. 10 ans après la vague de suicides qui a touché l'entreprise. Au cœur du procès, donc, les méthodes de management et la souffrance au travail, dont France Télécom est devenu le symbole. Jean-Xavier Arnaud, comment on gère ce genre de crise en interne et en externe aujourd'hui pour Orange, anciennement France Télécom? Une chose qui est intéressante dans cette crise, puisqu'on parle de communication ici, c'est un exemple très frappant de comment une faute de communication, à savoir la déclaration de M. Lombard sur la mode des suicides, peut aggraver encore une crise déjà dramatique au niveau humain, comme l'était celle qu'a connue France Télécom en 2009. C'est vrai que ce terme mode des suicides a symbolisé un management et une entreprise à un moment critique, et c'est vraiment une faute de communication qui s'est payée cher pour France Télécom. Aujourd'hui, c'est vrai que ce procès, au-delà d'être le procès de France Télécom, il montre que quel que soit le résultat de ce procès, donc, les entreprises aujourd'hui, depuis cette période, depuis ce drame, doivent penser qu'elles ont une responsabilité qui va au-delà de la RSE, d'une responsabilité sociale, environnementale, de cause, mais une responsabilité qui est avant tout celle qu'elles ont vis-à-vis de leurs employés. Et c'est sans doute ce que va marquer ce moment pour France Télécom, mais aussi pour le monde entrepreneurial en général. C'est un tournant qu'a vécu France Télécom il y a déjà quelques années maintenant. Frédéric Fougera, le cas France Télécom, il fait figure de contre-modèle aujourd'hui pour les entreprises qui se modernisent, qui se restructurent. Vous avez écrit le livre « Le goût des autres ». Comment on adapte le management pour mener à bien une réorganisation, une restructuration ? Alors la question elle est très très vaste, et je pense que le cas précis de France Télécom, c'est peut-être un des cas les plus compliqués, parce que quelque part c'était une administration d'État qu'il fallait transformer en une entreprise business performante. Donc je crois que c'est le cas de figure le plus complexe qu'on puisse rencontrer dans ce type de transformation. Maintenant, pour revenir à votre question, comment... D'ailleurs, j'ai oublié la question. Comment on réadapte le management pour mener à bien la restructuration et la réorganisation d'une entreprise? Bien, assurément, ça doit partir d'en haut. C'est-à-dire qu'en haut, il faut qu'il y ait une stratégie et une vision qui soit très claire et qui ensuite puisse être déclinée avec ce qu'on appelle un râteau, donc une ligne managériale qui elle-même ait les compétences pour le faire et les compétences pour communiquer, cette fameuse communication managériale qui manifestement a fait défaut, à ne pas confondre avec la communication corporate. Et puis après, il y a un travail de formation pour accompagner le changement, mais qui était pour moi quasiment mission impossible dans ce type d'organisation. Ça ne justifie pas ce qui a pu se passer ou les conséquences dramatiques. Mais si on est un peu objectif, si on regarde le fonctionnement de ce type d'entreprise pour aboutir à là où on voulait l'emmener, c'était quasiment mission impossible. Jean-Xavier Arnaud, comment bien adapter la communication justement dont Frédéric Fougera parlait? Déjà, retenir que ce n'est pas que le procès de France Télécom, finalement, c'est le procès de tout un mode de fonctionnement du monde de l'entreprise à une époque. Là, on parle de France Télécom, mais il faut retenir que dès le début des années 2000, on voyait que les risques psychosociaux étaient en train de monter en puissance dans le monde de l'entreprise. France Télécom, c'est un tournant, mais finalement, c'est tout un fonctionnement, un mode de management qui n'est plus accepté par la société et qui finalement doit amener les entreprises à penser leur management, et je pense qu'elles le font aujourd'hui, comme un élément, si ce n'est l'élément essentiel de leur marque employeur. C'était sans doute le cas hier, ce sera de plus en plus demain, avec en plus une génération qui arrive sur le marché de l'emploi qui acceptera de moins en moins un management, on va dire à la dure pour simplifier, mais vraiment je pense que l'idée c'est que aujourd'hui, si on parle de communication, le management en termes d'image est essentiel et doit être un asset positif perçu sur le marché de l'emploi et sur le marché en général, sans quoi l'entreprise se retrouve avec un ADN négatif d'image à ce niveau-là et en paie les conséquences de manière assez directe. Évidemment. Merci beaucoup, messieurs. Jean-Xavier Arnaud, conseiller chez Tilder, et Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia, auteur du livre « Le goût des autres ».